comme à FARDC, MONUSCO, les deux structures se mobilisent et restent déterminées à ramener la paix dans la partie est du pays. Pour preuve, elles ont tenu en échec l'opération des ADF commanditaires des tirs à la roquette sur un véhicule blindé des casques bleus. Merci de rester avec nous. Les ADF ont tiré une roquette sur un véhicule blindé des casques bleus. Contingent Maléwit effrayé. Les habitants de ce coin du pays ont passé la nuit en brousse. La réaction des FARDC a aussi été rapide. Le commandant Segonde de la MONUSCO qui séjourne dans la zone annonce la détermination des forces congolaises et onusiennes pour la débâcle des ADF. Après cette attaque repoussée par les militaires FARDC en jalonnage, tous les habitants ont passé nuit dans la brousse. Et ce, après avoir pillé une boutique dans la localité de Maïmoya. Les commandants seconde casque bleu de la MONUSCO, le général Bayo, qui se trouve dans la zone, s'est dit touché par les attaques et promet les opérations conjointes contre les ADF. Toutefois, déclare que l'ONU suit de très près tous les renforcements des ADF par l'ex-rébellion d'IM23. Ce matin, on a encore été témoin d'une attaque qui a fait des victimes aussi bien au niveau des FARDC que de la population civile. Et c'est pour ça que nous avons une sorte de devoir d'intervenir dès à présent. Mais nous sommes confiants et nous espérons qu'une pleine coopération va pouvoir redémarrer très vite. Nous comprenons vos inquiétudes, mais il faut que les gens sachent qu'un certain nombre de mécanismes sont en place pour gérer ce genre de situation et éviter que ça se reproduise. Cet officier de la mission des Nations Unies au Congo appelle la population au calme et à soutenir les opérations contre les ADF. Et mon dernier message, c'est la détermination. Que nous devons absolument ramener une situation sécuritaire dans la région. Cette population le mérite, ils doivent aller dans les champs, ils doivent aller dans les écoles, ils doivent pouvoir se faire soigner. Tout ceci ne peut pas se faire sans la sécurité et pour cela nous devons aller beaucoup plus loin dans l'éradication des groupes armés. Le but, c'est la sécurité qui va vous amener effectivement une vie normale pour les gens et le développement. Ce qui est anormal, c'est l'insécurité. On rappelle, au cours d'une attaque, la matinée du mercredi 11 novembre, les ADF ont affreusement tué une femme qui était leur proie. Au-delà du langage des armes, une autre voie, et d'ailleurs la voie par excellence pour amener la paix dans la partie est du pays et aussi sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, reste le dialogue. La MONUSCO livre sa position quant à ce prochain rendez-vous qui se pointe à l'horizon. En RDC, cette institution onusienne soutient cette démarche qui devra baliser la voie des élections au pays. Par la même occasion, le général Carlos Dos Santos a annoncé une stratégie combinée mettant en action les forces onusiennes, la police nationale congolaise et la population dans l'objectif de poursuivre la traque énergétique des ADF. La MONUSCO apprécie le prochain dialogue inclusif en République démocratique du Congo. La mission onusienne soutient cette rencontre congolo-congolais qui permettra d'harmoniser les vues pour des élections transparentes et crédibles. Au niveau des Nations Unies, nous saluons cette initiative, mais nous considérons que le dialogue national va être un processus crédible, mais aussi inclusif, mais qui doit toutefois respecter les délais constitutionnels. Parce que vous savez, à travers ce dialogue national, on s'attend à quoi? On s'attend à ce que les divergences soient aplanies, que les questions d'importance soient posées et que les discussions permettent d'aller vers des élections qui seront transparentes et éviter les violences électorales en période électorale ou les violences post-électorales. Quant aux derniers affrontements à Lubumbashi entre la police et les militants de l'UNAFEC, la mission onusienne déplore l'usage des balles réelles par les agents de l'ordre. La MONUSCO est bel et bien informée de tels incidents qui se sont produits hier à Lubumbashi au siège de l'UNAFEC. Évidemment, comme vous le savez, nous déplorons l'usage des balles réelles qui ont été utilisées au cours pour contrôler cette manifestation-là, cette foule de manifestants plutôt. Et nous demandons tout simplement aux forces de l'ordre de manière très générale de pouvoir contrôler ces mouvements-là sans faire usage de balles réelles, car ceci est potentiellement dangereux. La rencontre de ce mercredi avec la presse était une occasion pour le général Carlos Dos Santos Cruz, qui quitte la mission, de faire un au revoir. Après plus de 2 ans à la tête de la force de la MONUSCO, le général Santos Cruz s'en va en rendant un hommage aux personnes et aux organisations qui ont contribué à l'amélioration des conditions de vie en République démocratique du Congo.
La tenue prochaine du dialogue, une question qui divise la classe politique congolaise favorable à ce forum pour sortir de l'impasse politique. L'honorable Bitakwira, au cours d'un échange avec les étudiants, motivé sa position quant au dit dialogue. À ce sujet, il a invité les autres forces vives du pays à emboîter le pas pour trouver des solutions aux enjeux politiques de l'heure. Le monde politique congolais est en effervescence dans l'attente de la convocation du dialogue que plus d'un qualifie d'issue des sorties des crises. C'est le sens de la démarche entreprise par l'honorable Bitakwira mercredi devant ce parterre d'étudiants quinois. Ce député national, favorable au dialogue, a motivé sa position en présentant ce forum comme la seule alternative pour sortir de l'impasse. Ce pays, nous devons la considérer comme notre propre mère. Aucun citoyen du monde n'a deux pays, chacun en a un. Et le nôtre s'appelle RDC, République du Congo. Et que le dialogue reste la seule voie de sortie pour le moment. Tous ceux qui refusent le dialogue, je crois qu'ils veulent amener ce pays dans le chaos. Or, il faut le dialogue avant le chaos, parce que même s'il y a chaos, on finira toujours par le dialogue. Occasion pour ce leader de l'opposition dite citoyenne de glisser un message interpellateur aux étudiants congolais, c'est lui de ne pas céder aux manipulations politiciennes pouvant mettre le pays en péril. Nous avons encore plus de 13 mois devant nous. Tout peut arriver à ce pays. Ce pays peut disparaître, même dans une semaine. Maintenant, à 13 mois de la fin du mandat, pourquoi on ne peut pas discuter sur les différents blocages politiques auxquels nous assistons? Depuis le 25 octobre 2015, quand on devait faire les élections provinciales, on est entré en plein glissement à partir de ce date. Celui qui ne le sait pas, c'est qu'il n'est pas congolais. L'élu du Sud Kivu invite donc toutes les intelligences congolaises à se mettre autour d'une table afin d'éviter la paralysie totale au pays. Après presque un mois d'enseignement à l'Université panafricaine du Congo, le master organisé dans plusieurs des filières de l'UPAC semble bien évoluer malgré les contraintes liées à l'organisation de ce système au niveau des institutions académiques nationales. Cet établissement tient tout de même à assurer cette maîtrise. Un vent de changement s'instaure à petit feu dans le système d'enseignement universitaire en RDC, malgré d'énormes difficultés que prouvent les universités à instaurer un système compatible à l'évolution de l'enseignement dans le monde. Certaines institutions académiques, pour la plupart privées, instaurent dans leur programme le système licence-master-doctorat. Une pratique avérée dans l'agenda académique à l'Université panafricaine du Congo. Nous n'avons pas voulu depuis longtemps lancer le master sans qu'on ait notre propre noyau. C'est-à-dire qu'il faut commencer par nos propres étudiants qui accèdent à master. Et le master que vous venez de voir là englobe non seulement les étudiants qui ont terminé ici, mais ceux qui ont terminé ailleurs dans d'autres universités. Parce qu'en fait, là, c'est pour respecter le principe du système LMD concernant la mobilité des professeurs et des étudiants. C'est-à-dire les professeurs sont mobiles et cette mobilité s'opère au sein du système. À un mois presque d'apprentissage, ces programmes semblent bien évoluer dans cette université privée. On a des groupes assez petits que tout le monde peut vraiment participer aux applications. Le système LMD, c'est un très bon système puisqu'il permet à l'étudiant de faire un effort individuel pour se former tout d'abord. L'étudiant fournit 80% d'efforts, tandis que les professeurs donnent des grandes lignes au niveau de plus ou moins 20%. Et c'est l'étudiant qui doit faire un effort, faire des recherches et doit beaucoup travailler pour être un meilleur employé quelque part ou un bon dirigeant de demain. Avec un degré élevé d'interaction, la maîtrise organisée en droit des affaires, finance et banque, ainsi qu'en génie civil, informatique et en architecture, permet aux lauréats d'acquérir une formation de qualité au sein de l'UPAC. Parlons transport. Dans cette édition du journal, en séjour en RDC, la délégation de l'Union des conseils des chargeurs africains a tenu à présenter ses civilités au ministre des Transports et Voies des Communications ce mercredi. Justin Kalumba Mwanangongwa, par la même occasion, a été mis au parfum de la réunion restreinte de l'UCCA prévue dans le tout prochain jour. Une rencontre préparatoire de l'Assemblée générale de l'UCCA prévue pour mi-janvier au Ghana. Fifi Lukusa et Fils Matondo pour le reportage. Les chargeurs de la RDC comptent beaucoup pour leur corporation continentale.
L'Union des conseils des chargeurs africains tient la réunion de son comité directeur restreint ici à Kinshasa. La délégation africaine de l'UCCA ne pense pas quitter la RDC sans mettre au point les conditions de la réunion préparatoire de l'Assemblée générale de l'UCCA de mi-janvier au Ghana. C'est ce qui a constitué l'objet des entretiens avec le ministre de Transport et Voies de Communication. Il y aura au cours de cette Assemblée générale, elle sera couplée avec les comités directeurs budgétaires. Donc nous sommes venus harmoniser les calendriers, les programmes et les diverses questions. Et les collègues vont profiter aussi pour participer au 35e anniversaire de l'OGFM. Et nous avons fait état aussi du bilan de santé de l'ICCA qui se porte très bien, que ce soit sur le plan administratif, financier et même sur les autres rencontres que nous avons eues à faire durant notre mandat. Somme toute, le bilan sera fait à Accra. C'est un bilan qui est tout à fait très positif. Notre humble avis. Profitant de cette occasion, Justin Kalumba Monangongo les a exhortés à aller de l'avant et surtout à relever les défis dans le domaine du commerce maritime, moteur de développement des pays membres de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Vous, en tant que conseil des chargeurs, vous avez un rôle fait à jouer. Parce que sans chargeur, finalement, je ne sais pas s'il y aura transporteur maritime. Il faut qu'il y ait la charge. Pour qu'il y ait transport maritime, il faut qu'il y ait la charge. Et cette charge doit être mieux canalisée, mieux traitée de manière professionnelle pour que finalement, y compris les délais de transport, les délais de dédouanement et tout ce qui est un peu contrainte, qui fait contrainte au transport maritime, soit élargi. Au cours de cette réunion restreinte, les travaux vont être centrés sur les préparatifs de la passation de services entre la RDC sortant et le Ghana entrant. Reçue en audience par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits humains, la délégation de l'UNIDA conduite par son secrétaire général et le président du groupe, tous accompagnés par le professeur Roger Massamba, président de la Commission nationale OHADA, est allé présenter le travail de l'UNIDA. Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits humains a reçu en audience cet avant-midi la délégation de l'Association pour l'unification du droit en Afrique. C'était en son cabinet de travail. Il était question au cours de cet entretien de présenter les travaux de l'UNIDA. Aujourd'hui, la RDC a pris le leadership du processus d'unification du droit des affaires en Afrique. C'est la locomotive de l'OHADA et c'est un tournant fondamental pour l'OHADA, pour l'Afrique, pour la RDC, bien évidemment, parce que, comme on a fait état, Monsieur le Ministre, nous avons été reçus par la doyenne du NIKIN, par le Monseigneur, le recteur de l'UPC. On voit comment les étudiants, des milliers d'étudiants, s'approprient ce droit qui sécurise les investisseurs et qui contribue à apporter une prospérité accrue et considérable à votre immense et au demeurant magnifique pays qui regorge de ressources naturelles, qui ne demande qu'à devenir un des champions de l'économie mondiale. Pour rappel, l'UNIDA a pour mission de fournir la documentation nécessaire à l'OHADA, mais aussi de tisser des liens de partenariat avec d'autres structures ou institutions. Ouverture ce mercredi au fleuve Congo au tête de la 18e assemblée annuelle du comité des superviseurs des banques de l'Afrique, de l'Ouest et du Centre. Les délégués venant de différents pays de la sous-région ont cogité sur l'amélioration du dispositif de surveillance et de la consolidation de la stabilité financière dans l'objectif de financer à moindre coût les économies des États membres. Financer à moindre coût les économies des États membres, tel est l'objectif poursuivi par ces assises relatives à la surveillance de banques et la stabilité des institutions financières, lancées ce mercredi par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Théogracias Mutombo Mwananyembo. Pendant 2 jours, ces délégués des différents pays de la sous-région de l'Afrique centrale et de l'Ouest vont axer leurs échanges sur la problématique de la conciliation entre la stabilité et l'inclusion financière. Le gouverneur de la BCC recommande aux participants d'approfondir la réflexion sur cette question au regard de l'environnement institutionnel et réglementaire de chaque pays ou zone monétaire.
Les buts étant d'harmoniser des politiques et des stratégies pour une meilleure adéquation entre les défis inhérents à la promotion de l'inclusion financière et ceux inhérents à l'efficacité de la supervision bancaire devant garantir la stabilité financière. La présidence en exercice et le secrétariat permanent ont donné libre choix à la Banque centrale du Congo de proposer un thème d'actualité. À cet effet, le choix a été porté sur la problématique de la conciliation entre la stabilité financière et l'inclusion financière. Cette thématique soulève le débat autour de l'équilibre entre, d'une part, la promotion de l'inclusion financière visant à faire bénéficier l'accès aux services financiers à des couches de plus en plus larges de la population, dont les PME, PMI, les démunis et les vulnérables, souvent exclus du système bancaire classique en raison de leur incapacité à répondre aux exigences réglementaires, et d'autre part l'efficacité d'un cadre réglementaire et de contrôle pour préserver la stabilité financière. Bien avant, le gouverneur de la BCC a donné une brève description du contexte financier congolais et une présentation des actions, des projets et des réformes en cours visant à améliorer le dispositif de surveillance et de consolidation de la stabilité financière en République démocratique du Congo. Cette cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de bien des personnalités, parmi lesquelles le ministre du Plan et des suivis de la mise en œuvre de la révolution de la modernité. Environnement, la Banque mondiale a lancé le mois thématique environnement. C'était au cours d'une conférence de presse, un lancement qui s'inscrit dans le cadre du sommet international du climat dénommé la conférence des parties 21e édition qui se tiendra à la fin du mois en cours à Paris. Un exposé sur différents projets financés par la Banque mondiale a aussi été organisé pour la circonstance. En prévision de la COP21, le sommet international d'environnement prévu à la fin de cette année à Paris, la Banque mondiale en RD Congo lance le mois de l'environnement depuis ce mardi. C'est toute une nouvelle politique que cette institution de Bretton Woods vient imprimer en dédiant ce mois de novembre à l'environnement. Le directeur des opérations de la Banque mondiale, Amadou Moustapha Ndiaye, a personnellement dirigé le lancement. Cet événement que nous avons organisé, qui va se dérouler sur tout le mois, va permettre de rencontrer différents acteurs, la société civile, les jeunes, les parlementaires, pour discuter des différentes questions liées à l'environnement et de l'engagement de la Banque mondiale pour appuyer le gouvernement à la préservation de l'environnement. Le coordonnateur du projet SENRED, Victor Kabengele, parle des réalisations de sa structure avant de plonger dans le débat autour des matières de la gestion de ressources durables. Notre message, c'est que d'un côté, il y a les efforts de la RDC, en matière donc de gestion durable des ressources forestières, et de l'autre, il y a justement ces incitations financières qui doivent venir, n'est-ce pas, pour contribuer et rémunérer, si vous voulez, n'est-ce pas, les efforts de la RDC dans ce secteur, parce que je vous signale en passant que les émissions des émissions de gaz à effet de serre provenant du secteur forestier représentent sur le plan de la planète entre 17 et 20% de l'ensemble des émissions globales de gaz à effet de serre dans le monde. Donc, nombreux sont ceux qui s'inquiètent de l'exploitation du pétrole au parc national de Virunga après la confirmation de la présence de l'or noir dans ces sites déclarés patrimoine mondial. Les autorités congolaises sont invitées à préserver le parc afin d'éviter la destruction de cette réserve naturelle. Nous sommes le 12 novembre. Cette date est consacrée à la lutte contre la pneumonie, une pathologie pulmonaire qui constitue de nos jours un sérieux problème de santé publique en République démocratique du Congo à travers le monde. L'Organisation mondiale de la santé a évalué à près de 87 000 cas de décès, surtout chez les enfants de 0 à 5 ans, les plus exposés à développer cette maladie à cause de leur fragilité. Les spécialistes énumèrent la fumée, la poussière comme facteurs causaux de la dite maladie. Donc il y a les questions environnementales, principalement la fumée, et surtout la fumée à l'intérieur des domiciles. Parce que l'enfant passera plusieurs temps en milieu où il dort, oui. Et puis la concentration de la fumée
à l'intérieur est différente que quand la fumée est à l'extérieur parce qu'il va dans le grand vide. Il y a beaucoup d'air qui emporte, mais quand on est dans une maison, soit les parents fument. Quand un parent fume dans sa maison, il fait la concentration plus forte et l'enfant est très exposé. Soit qu'on a allumé le feu pour la cuisine et ça expose beaucoup d'enfants. En dehors de ça, il y a le froid, donc le refroidissement. Il y a des milieux, surtout pendant la saison sèche, je crois que vous en connaissez quelque chose, que pendant la saison sèche, beaucoup d'enfants toussent. Oui. Le fait de tousser pendant la saison sèche, c'est parce qu'il y a beaucoup de froid. Oui. Et l'enfant est très exposé, il est fragile et il va développer finalement les maladies respiratoires aiguës. Et donc le froid, dans tous les sens. Les enfants des grandes villes, ils prennent beaucoup de choses glacées. Les congélateurs, les frigos, les yaourts frais, donc toutes ces choses-là refroidissent les voies respiratoires et ça excite la survenue de ces maladies. Et donc le froid est un élément important, mais il y a également la poussière. La poussière, c'est également dans l'environnement. Et tous les milieux où il y a beaucoup de poussière, les gens qui sont dans ces milieux toussent beaucoup. Et principalement également les enfants qui sont très fragiles vont faire les pneumonies très fréquentes. Ton enfant tousse. Si tu vois que l'enfant tousse, ça va. Ça peut ne pas être une pneumonie. Mais si l'enfant commence à respirer rapidement, ça devient un deuxième signe que chaque mère doit se dire, mais mon enfant toussait, mais maintenant il respire vite, rapidement. C'est un deuxième signe important. Mais si encore, en plus de ces deux signes, vous voyez que les côtes de l'enfant, où la poitrine commence à s'enfoncer quand l'enfant respire, il n'y a pas question de radiographie. Une mère peut dire maintenant mon enfant ici a une pneumonie. Vous voyez que... Un extrait de l'émission Check-up, magazine de 30 minutes consacré à la santé. Plus de bras de fer entre les pêcheurs rwandais et congolais. Ils viennent de faire la paix à l'issue d'un atelier de 2 jours organisé à Goma sous le parrainage de l'Association internationale des mers francophones, ce qui vient mettre un terme à la longue période des mésententes entre ces pêcheurs congolais et rwandais opérant sur le sol sur le lac Kivu. Il a fallu 2 jours de travaux intenses pour que les pêcheurs de Goma en RDC et ceux de Rubavu au Rwanda décident de fumer le calumet de la paix en laissant de côté tous les conflits qui jadis les opposaient sur le lac Kivu et qui des fois créaient des tensions entre les forces navales de ces deux pays. La résolution qu'on a prise ensemble est d'être en collaboration, de travailler en commun accord pour que l'insécurité puisse se terminer. Du côté rwandais, l'on affirme que toutes les initiatives allant dans le sens de la paix sont à encourager. Nous, en tant que district de Rubavu, sommes toujours engagés à soutenir les initiatives de promotion de la bonne gestion du lac Kivu en partenariat avec quiconque qui le voudra. Le district de Rubavu est et a été prêt toujours à faciliter les dialogues pareils et le faire en faveur du développement de sa population, sans oublier nos voisins qui vous êtes. Ici, je dis bien les collègues, les voisins de Goma. Côté RDC, le maire de Goma a promis de faire siennes toutes les recommandations formulées par les participants pour la paix sur le lac Kivu, en appelant les pêcheurs rwandais et congolais à travailler dans l'unité. Tous, nous avons compris qu'il n'y a plus d'intérêt à exercer nos activités de pêche sur le lac Kivu dans l'unité, la concorde, l'amour, la cohabitation pacifique, la franche collaboration, que de nous laisser distraire par ceux qui prêchent la division, la haine, la méchanceté et d'autres valeurs qui frisent l'intolérance dont tous nous avons les conséquences. Cet atelier de portée internationale a été organisé par l'Association internationale des mers francophones, AIMF, en collaboration avec la mairie de Goma. On va parler sport. Comme annoncé au sommaire, les Léopards de la République démocratique du Congo jouent contre les Hirondelles du Burundi cet après-midi sous le coup de 14h heure de Kinshasa. Le match compte pour la manche allée des préliminaires des éliminatoires pour le mondial Russie 2018. La rencontre se déroulera au stade Prince Louis Rwagasore de Bujumbura. Le match retour est programmé pour le dimanche 15 novembre à Kinshasa.
On va se quitter par cette triste nouvelle. Le corps d'Esther Abedi, journaliste et directrice générale d'Africa Télévision, a été mise en terre ce jeudi à la nécropole entre ciel et terre. Pour rappel, Esther Abedi, née Malou Bungi Sabou, a tiré sa révérence samedi à 7 novembre au centre médical Akram. Journaliste talentueuse et directrice générale d'Africa Télévision, elle faisait la fierté de la presse congolaise. Nous allons prendre cet élément d'hier. Personnalités politiques et scientifiques, femmes et hommes de médias de toutes catégories confondues, tous sont tenus à rendre un dernier hommage digne à celle qui a su marquer son temps par sa belle plume et sa voix. Un savoir-faire éprouvé jusqu'à l'échelle internationale, de son vivant, Esther Abedi a aussi fait preuve de rassembleur. Elle a eu à faire beaucoup de choses pour ce pays. C'était une femme battante, une femme qui ne s'est découragée jamais. Mais quand on avait besoin de son aide, elle le faisait toujours avec beaucoup d'amour. Donc c'est une fille pour qui je garde beaucoup de bons souvenirs. Les plus bons souvenirs, c'est ceux d'une bosseuse, d'une fille pas conflictuelle, qui savait résoudre les conflits par contre de la manière la plus diplomatique qu'il soit. C'est-à-dire, elle vous appelait, elle vous disait ce qu'elle avait à dire et très vite vous résolviez le problème. Directrice générale d'Africa Télévision, la disparue savait s'occuper non seulement de son personnel, mais aussi des autres journalistes pour leur prodiguer des conseils. Je garde très bon souvenir. Il était une conseillère. Je me rappelle que la dernière fois j'étais avec elle, c'était vers 23h à l'immeuble Boto, parce que moi je suis chez Numérica au 5e et elle est au 4e niveau. En descendant, on s'est croisés, on était en train de discuter autour d'un sujet et elle m'a prodigué des conseils, elle m'a dit ce que je valais et puis après sa dernière parole était juste qu'Henriette, je fais un voyage pour 10 jours. En mon retour, comme ça, je vais te chercher pour qu'on parle. Esther a beaucoup contribué pour ma formation. Quand je voulais terminer l'ICA, chaque fois que je présentais je faisais mon reportage, elle m'appelait elle-même, malgré sa position sociale. Elle était quand même une grande personnalité à la télévision, là où elle travaillait. Mais elle se permettait quand même de m'appeler et parfois me donner des conseils. Décédée depuis samedi 7 novembre, c'est ce jeudi 12 novembre qu'elle sera mise en terre au nécropole entre terre et ciel. Objectif, Esther Abedi était aussi animée d'un dynamisme et d'un dévouement doublé d'une finesse d'esprit. Paix donc à son âme. C'est la fin de cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de rester avec nous.